Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission Bismart qui vous accompagne chaque jour durant 1 heure dans la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons tout d'abord sur les actualités dans le marché de l'art comme tous les vendredis avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur le marché de l'art au sein de la rédaction de Bismart. Avant de nous rendre au salon Parcours des Mondes où Sybille Aoudjan a rencontré pour vous Pierre Naquin, le fondateur et président de Art Media Agency, afin de lui demander pourquoi l'art extra-européen a autant le vent en poupe. Et puis dans Enjeu Patrimoine, nous ferons un focus sur le démembrement de SCPI avec Jérémy Chor, le directeur commercial de bienprévoir.fr mais également de Prime Alliance. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous retrouverons Laura Olivier comme tous les jours afin de donner la parole aux experts de la gestion patrimoniale. Nous parlerons notamment d'ESG mais aussi d'impact de la crise sanitaire sur les marchés financiers avant de conclure ce rendez-vous avec une chronique de Christian Biteau, professeur de finance à l'ESSEC sur le thème « Les mots qui fâchent sur les marchés ». Smart Patrimoine. Retrouvez Smart Patrimoine avec Live Invest, le rendez-vous 100% digital dédié aux épargnants. Bienvenue donc dans Patrimoine thématique consacré tous les vendredis au marché de l'art. Et nous avons le plaisir d'avoir été rejoints sur ce plateau justement par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur le marché de l'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art, Sybille ? Alors encore une semaine très riche Nicolas. Plusieurs œuvres d'art monumentales et éphémères ont été inaugurées cette semaine à Paris. Forcément, la polémique œuvre de Christo et Jeanne-Claude, officiellement terminée demain. Si vous êtes passé par la place de l'Étoile, vous avez sûrement dû voir un bon aperçu de l'œuvre posthume, un arc de triomphe empaqueté en plein centre de la place de l'Étoile. Alors les projets remontent à longtemps, imaginés pour la première fois en 1961. Et Paris a déjà accueilli une œuvre de Christo et Jeanne-Claude, le Pont-Neuf, en 1985. Les deux artistes se sont particulièrement illustrés aussi à Berlin avec le Reichstag. Et donc voilà, cette œuvre posthume de l'Arc de Triomphe, c'est un rêve d'artiste qui est réalisé car les deux vivaient dans leur jeunesse à Paris. Et vous avez raison de préciser Christo et Jeanne-Claude, parce que Christo est souvent crédité, Jeanne-Claude un peu moins, alors que c'est des œuvres communes. Comment a été conçue cette œuvre-là spécifiquement, Sybille Aoudjan ? Alors c'est une œuvre monumentale à tous les égards. 1000 employés ont participé à la mise en place de l'œuvre. 14 millions d'euros ont été autofinancés par les deux artistes grâce aux ventes des croquis, mais aussi aux ventes aux enchères animées par Sotheby's. Les dimensions sont immenses aussi, 25 000 m² de tissu recyclable en polypropylène et puis 3 000 mètres de cordage rouge. Pour les détracteurs, c'est pas de panique, parce que dans 2 semaines... Oui, ça peut faire un peu peur, toutes ces quantités voilà, quand même. Dans 2 semaines, l'œuvre ne sera plus place de l'Étoile. Et puis, c'est aussi la dernière fois que vous pourrez apprécier une œuvre de Christo et Jeanne-Claude dans la ville. Et puis, Daniel Buren a aussi revêtu les couleurs de la France avec une œuvre éphémère in situ au Palais de l'Élysée, dans la grande verrière du Jardin d'hiver. Alors, le public français peut apprécier cette œuvre lors des Journées du patrimoine de ce week-end, 18 et 19 septembre. Alors toujours parmi les nouvelles à la une de cette semaine, le Nobel des Arts a primé l'artiste Sebastião Salgado. Oui, c'est le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado. Il est l'un des lauréats de la 32e édition de Premium Imperiale. C'est l'un des prix mondiaux des arts qui est décerné tous les ans par la Japan Art Association. 5 artistes sont récompensés, chacun dans leur domaine: peinture, sculpture, architecture, musique et théâtre et cinéma. Alors Sebastião Salgado est récompensé dans la catégorie peinture, même si c'est pour ses photographies qu'il est principalement connu. Selon les mots de l'association, ce sont des œuvres qui mettent en lumière les dépossédés et les exploités, la beauté de la nature et la fragilité du monde et de ses habitants. Alors chaque lauréat reçoit une somme de 15 millions de yens, environ 115 000 euros. Alors ça, c'était pour la catégorie peinture. Un mot des autres catégories ? Oui, pour les autres catégories, il y a James Turrell pour la sculpture, Yo-Yo Ma pour la musique, Glenn Murcutt pour la catégorie architecture, et puis le prix d'encouragement pour les jeunes est décerné à l'Institut central pour la restauration de Rome. La bourse est donc destinée aux élèves de l'Institut. Et alors, vous allez à présent nous parler d'un sujet complètement différent, d'une alerte
à la fraude, Sybille. Voilà, donc si vous comptiez vous procurer des œuvres de Francis Bacon, il faut redoubler d'attention quant à l'authenticité des œuvres, car la police italienne de Bologne a fait un réseau de 500 tableaux contrefaits de l'artiste. D'autres biens et de l'argent ont aussi été saisis à hauteur de 3 millions d'euros. Il y aurait environ 5 à 7 coupables de l'authentification et de la mise en circulation de fausses œuvres d'art, et puis de la fraude et du blanchiment d'argent. Alors certaines œuvres ont été retrouvées, mais d'autres se trouvent déjà dans les circuits du marché de l'art. Elles ont été vendues entre 10 000 et 600 000 euros selon les estimations de la police, et les enquêtes sont encore en cours. Effectivement, quand on voit authentification et mise en circulation de fausses œuvres d'art, c'est que d'un côté, il y a des faussaires et puis de l'autre, il y en a qui authentifient les œuvres avant de les vendre. Effectivement, c'est pas simple pour s'y retrouver et on finit, Sybille Aoudjan, avec le salon Parcours des Mondes où vous étiez la semaine dernière pour faire un focus sur le marché de l'art extra-européen. Mais juste avant, vous vouliez nous préciser une information. Tout à fait, une annonce a été faite par le Quai Branly cette semaine. La dernière exposition des 26 œuvres du Bénin qui seront bientôt restituées va avoir lieu du 26 au 31 octobre 2021. Donc une dernière chance pour les Français d'apprécier ces œuvres lors de cette exposition qui s'appelle Bénin, la restitution de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey. Cette décision de restitution avait été prise en décembre 2020. Et donc je vous laisse tout de suite regarder les images de notre interview avec Pierre Naquin lorsque nous étions au Parcours des Mondes. Nous avons fait un point sur le marché de l'art de ces œuvres extra-européennes. Nous sommes entourés de ces statues, les Houlis de Nouvelle-Irlande, mais aussi aux côtés de Pierre Naquin. Bonjour Pierre. Bonjour Sybille. Fondateur d'AMA, co-auteur du rapport Artcade qui dresse un bilan du marché de l'art tribal chaque année. Et puis vous allez lancer un nouveau média dédié à ce secteur, Insula. Oui, avec mon collègue d'Arcade avec qui on fait déjà le rapport. Alors déjà, je voudrais commencer par la terminologie parce qu'on entend souvent parler d'art tribal, d'art primitif, d'art extra-européen. Qu'est-ce qui serait judicieux de dire ? Est-ce qu'il y a une différence entre tous ces termes ? Est-ce que ça correspond à différents secteurs ? Alors grosso modo non, ça couvre à peu près tous le même type d'art. On évite maintenant d'utiliser le terme art primitif parce qu'il y a des connotations postcoloniales, péjoratives, etc. Mais sinon, les autres termes sont plutôt acceptés. Les grandes maisons qui veulent froisser personne utilisent principalement le terme d'art extra-européen ou d'art d'Océanie et d'Afrique, parce que c'est quand même les deux géographies principales. Ce qui est intéressant dans cet art-là, c'est que c'est un art qui est lié à des coutumes, à des pratiques, qui soient religieuses ou simplement décoratives à un moment donné sur des objets de la vie de tous les jours. Et du coup, c'est vrai que ça peut couvrir des périodes très larges. Après, on est quand même plutôt sur des périodes récentes, souvent qui correspondent au colonialisme, au début du colonialisme ou à la fin du colonialisme. Donc sur des objets qui ont été découverts et qui ont intrigué, amusé, passionné des gens qui faisaient les voyages à ce moment-là, quoi. Qu'est-ce qui fait la valeur de ces œuvres ? Est-ce que justement c'est leur marque dans l'histoire, ou c'est peut-être un artiste en particulier, ou encore la provenance ? Alors c'est très rare de savoir qui est l'artiste ou qui est l'artisan derrière ces objets-là. Donc, sauf pour certaines ethnies ou pour certains types d'art, disons tribal, contemporain, où là pour le coup c'est documenté. Mais souvent c'est plus des ethnies qui vont faire l'intérêt général et les différences de prix. Après, sur les pièces individuelles, c'est vraiment la qualité ou l'unicité ou la singularité des objets qui font que sur le même type d'ethnie, sur le même type de pièces de même taille, on va avoir des prix différents, voire très différents. Alors justement, en termes de prix, ça va pas jusqu'au prix de l'art contemporain, mais on a eu quand même quelques ventes à plus de plusieurs millions. Quelle est la fourchette de prix plutôt normale ? Alors ça dépend où on achète. Si on achète en vente aux enchères, le prix moyen d'une œuvre d'art tribal elle est assez basse, on est autour de 6 000 euros de prix moyen, et ça a même tendance à baisser récemment. Après, si on achète en galerie, on va plutôt aller vers des œuvres quand même exceptionnelles, parce que les galeries sont des chasseurs, ils s'intéressent vraiment à la provenance des objets, mais aussi à toute l'histoire qui a pu entourer certaines ethnies, mais surtout aussi certains objets individuels. Donc là, on est sur des pièces plutôt exceptionnelles, et on est sur quelques dizaines de milliers d'euros, et très rarement quelques centaines de milliers d'euros. Après, on vote aux enchères sur des pièces d'exception avec des provenances impeccables. On arrive des fois à atteindre le million, voire quelques millions, comme récemment, peut-être on en parlera.
Mais après, c'est exceptionnel. Je veux dire, le nombre de pièces millionnaires, c'est même pas 0,1% du nombre de lots par an. Et c'est même le nombre de pièces au-dessus de 100 000 euros, c'est pareil, c'est même pas 1%, quoi. Alors je reviendrai sur la vente périnée de cet été, mais juste avant, est-ce qu'il y a une particularité à ce marché? Est-ce qu'il faut faire attention à quelque chose en tant qu'investisseur, peut-être l'authenticité? Alors l'authenticité, c'est difficile de parler d'authenticité parce qu'il n'y a pas, enfin, on n'est pas sur un artiste en particulier, donc c'est un peu, voilà, c'est problématique d'utiliser ce terme-là. Après, il faut essayer d'avoir des objets qui ont eu un sens, c'est-à-dire qui ont servi à quelque chose, que ça soit, comme je disais tout à l'heure, culturel, que ça soit cultuel, que ça soit juste des objets de la vie de tous les jours, mais qui ont une histoire. Et c'est ça donc c'est l'usage de ces objets et l'authenticité de ces usages-là qui fait que on va considérer qu'une œuvre est authentique, ou en tout cas qu'elle est intéressante. Le marché de l'art tribal est très particulier par rapport notamment au marché de l'art contemporain, sur lequel il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. C'est que le marché de l'art tribal est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut parler des belles pièces, des pièces intéressantes, elles sont toutes répertoriées, intégralement, à quelques très très rares exceptions près. Et toutes les découvertes, entre guillemets, il faut s'en méfier comme la peste. Et aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle galerie du Parcours des Mondes, toutes les pièces qui sont présentées sont vêtées, donc elles passent un processus d'expertise, mais surtout elles sont hyper documentées, avec tous les collectionneurs qui les ont achetées, quand elles ont été exposées, etc. Donc c'est vraiment des pièces qui sont ultra documentées. Vous avez des livres sur quasiment tous les objets que vous avez ici, que vous pouvez trouver. Et ça, c'est rassurant. Donc, mais on est sur une gamme de prix un peu plus élevée, donc mais c'est quand même rassurant pour quelqu'un qui voudrait acheter ça. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a, malgré un marché fini où on pourrait se dire il n'y a plus il n'y a pas de nouvelles qui va sortir, il n'y a rien qui va changer sur ces objets-là, et ben le marché continue d'évoluer et d'évoluer parfois fortement, quoi. En juin 2021, il y a eu la vente Michel Périnet qui a été menée par Christie's. Ça a explosé tous les records, 61 lots estimés entre 18 et 25 millions d'euros. Ils se sont envolés à 66 millions d'euros. Est-ce qu'il y a un attrait croissant pour cet art, ou alors ce sont des lots particulièrement exceptionnels qui ont été vendus? Alors, un peu des deux, mais moi je dirais que pour cette vente-là, c'est surtout des lots vraiment exceptionnels. Déjà, les lots étaient exceptionnels, c'est déjà beaucoup de grands formats. On n'a pas toujours des grands formats dans l'art tribal. C'est des pièces très très belles, chargées d'histoire, et puis le collectionneur était hyper intéressant. Il a commencé, c'était un collectionneur d'abord de joaillerie et d'art nouveau, et il s'est mis au début des années, fin des années 60, a commencé à collectionner de l'art extra-européen, on va dire, et beaucoup d'Océanie aussi. Et il a petit à petit fait travailler sa collection, il a acheté, il a revendu, et sa collection est devenue de plus en plus exceptionnelle. Donc les lots sont incroyables, la provenance et une très belle histoire derrière. Et voilà, donc c'est une vente très très marquante à plein de... Même si on parle que du marché, je veux dire, même si on reste juste sur l'estimation, 20 millions pour une estimation, c'est énorme. Sur une année normale, c'est un tiers du marché. Et je ne parle même pas de 2020 où évidemment on a eu un marché plutôt dur, mais 2019 c'est 60 millions. Donc là, rien que l'estimation c'était un tiers. Et juste le produit de la vente a fait plus que le marché de l'art tribal complet sur l'année 2019, ce qui est assez exceptionnel. Et autre chose qui est assez intéressant dans cette vente-là, c'est qu'il y a pas mal d'objets, notamment dans les objets millionnaires, mais en tout cas dans les objets qui ont largement dépassé leurs estimations et qui ont fait des très beaux prix. Il y a beaucoup d'objets océaniens. Traditionnellement, c'est quand même l'Afrique qui porte l'essentiel du marché de l'art tribal. Et là, on sentait depuis longtemps que le marché de l'art océanien progressait régulièrement. Mais là, c'est des prix équivalents, en tout cas, entre l'art océanien et de l'art africain, ce qui est un peu nouveau, quoi. Alors c'est une vente qui a été réalisée en France. En plus, en 2006, il y a l'ouverture du musée du Quai Branly. Est-ce que la France a une place prépondérante dans le marché ? Elle a une très grosse place, c'est plus de la moitié du marché en termes de chiffre d'affaires, c'est plus de la moitié du marché de l'art tribal. Certaines années, c'est presque 70%. Donc c'est évidemment, Paris est la place forte pour ça, pour des raisons historiques de collection, mais aussi parce que l'infrastructure est là, les experts sont là, les galeries sont là, etc. Le reste du marché, c'est
un tiers les États-Unis et puis après sur le reste du monde. Donc oui, la France est clairement le moteur du marché de l'art tribal. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de provenance. C'est comme un mot du coup qui est assez important concernant le marché de l'art extra-européen. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'évolution de la législation aujourd'hui, ce à quoi doivent faire attention les marchands d'art et les galeries? Comme je disais tout à l'heure, le marché de l'art tribal, c'est quand même d'abord un marché fini. Donc les pièces sont répertoriées, donc il n'y a pas de surprise. Un marchand ne va pas, très 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 rarement, découvrir une pièce et avoir besoin de faire attention. Ce à quoi vous faites illusion, c'est les lois de restitution que Macron a... c'est suite à un discours à Ouagadougou en 2017, je crois, en fin d'année, qui voulait pousser des restitutions. Donc, on a eu les premières en fin d'année dernière. Ça concerne très peu d'œuvres, on parle de moins d'une trentaine d'objets. Et c'est des œuvres qui ont fait suite à des pillages. Donc, les pillages ont été documentés et les œuvres qui ont été pillées ont été documentées. Donc, c'est des œuvres très précises. Donc, pour l'instant, on n'est pas sur des restitutions massives. Que personne ne souhaite, en tout cas évidemment pas les marchands, pas les collectionneurs parce que ça tuerait un peu le marché. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des investisseurs? Vous parlez de l'art océanique qui monte, est-ce que justement il faudrait plutôt se tourner vers cette provenance d'art? Oui et non, enfin c'est comme sur tous les objets d'art, que ce soit de l'art ancien, l'art contemporain et évidemment les arts extra-européens, il faut d'abord que les objets vous plaisent. Après, évidemment, il y a des stars du marché, la Côte d'Ivoire, le Congo. Enfin, il y a vraiment des géographies et des ethnies qui sont particulièrement recherchées. Et là-dessus, on est quasi sûr en tout cas, sur les très beaux objets. Après, ce qui a baissé, parce que comme je disais tout à l'heure, les prix ont baissé, c'est surtout sur des objets moyens, sur des objets qui ne sont pas des objets d'exception, qui peuvent être achetés chez des antiquaires, etc. Donc, par contre, les objets dans des belles galeries, comme on a ici au parcours, c'est quasiment toujours des objets qui vont progresser. Merci beaucoup Pierre Naquin, je rappelle fondateur d'AMA, co-auteur du rapport Artcade, et puis vous allez lancer encore ce magazine sur l'art tribal Insula. Voilà un reportage donc signé Kosela Boueich, où vous étiez donc présente Sybille Aoudjan. Merci beaucoup pour ces actualités du marché de l'art et pour cette interview. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé donc sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Bienvenue dans Enjeu Patrimoine avec pour thème aujourd'hui le démembrement de propriétés associées à l'investissement en SCPI. Comment fonctionne ce mécanisme? Quels avantages ou inconvénients pour les différentes parties concernées? Nous en parlons avec Jérémy Chor, le directeur commercial de bienprévoir.fr, mais également de Prime Alliance. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors, démembrement de propriétés associées à l'investissement en SCPI, ça peut faire un petit peu peur. Il y a plusieurs termes pas forcément compliqués, mais qui mis ensemble donnent l'impression qu'il y a un dispositif complexe. Le démembrement de propriété, tout d'abord, on le connaît, c'est très utilisé notamment dans des cas de transmission. On garde la nue propriété de son bien, mais on garde l'usufruit de son bien, mais on transmet la nue propriété à ses enfants. Pourquoi est-ce qu'on veut l'appliquer à la SCPI ? Alors effectivement, c'est un mécanisme qui est très ancien puisque ça date du code napoléonien de 1804. D'accord. Donc on n'est pas sur un dispositif fiscal qui pourrait s'éteindre du jour au lendemain. Et pourquoi on l'applique à la SCPI? Parce qu'on l'applique à des biens immobiliers. Donc pourquoi pas à la SCPI? Puisque la SCPI permet beaucoup plus de flexibilité que sur un bien immobilier. Alors on peut peut-être rappeler rapidement le fonctionnement de la SCPI. La SCPI, il y a un épargnant, un intermédiaire qui va investir en immobilier. Donc il y a différentes façons d'investir en immobilier. Ça peut être de l'immobilier de bureau, de l'immobilier de commerce, de l'immobilier de logistique ou pas forcément de thématique. D'ailleurs, ça dépend de la stratégie de chacun. Rappelez-nous rapidement ce contexte avant d'y ajouter le démembrement de propriété. Alors très simplement, la SCPI, c'est un fonds d'investissement immobilier collectif. D'accord. Donc un épargnant va investir dans une solution qui est diversifiée puisque la SCPI contient des dizaines, voire des centaines d'immeubles sur des stratégies différentes
différentes, comme vous l'avez dit, bureaux, commerce, hôtels, logistique, etc. C'est un placement qui est souple et accessible. Souple parce qu'on peut décider d'y rentrer ou d'y sortir un peu comme on veut. Il y a un peu plus de liquidité que si jamais on allait acheter son bien en direct. Exactement, et plus accessible puisqu'on peut investir à partir de quelques milliers d'euros, quand pour un bien immobilier, c'est souvent des dizaines de milliers d'euros. Et enfin, on sait où on met son argent en choisissant la stratégie justement qui est annoncée par la société de gestion avant même d'investir. Alors, on comprend que quand on a un immeuble, le démembrement de propriété va faciliter la transmission. Quand on a une SCPI, pourquoi est-ce qu'on va faire du démembrement de propriété? Pourquoi est-ce que l'intermédiaire ou le professionnel va proposer cette solution-là? Alors, dans un souci de faciliter la transmission, comme vous l'avez dit, le bien immobilier, c'est une très bonne manière d'investir, de créer son patrimoine et de le transmettre ensuite, mais la SCPI va apporter un peu plus de flexibilité. D'accord. Souvent, au moment de la succession, c'est là où on peut avoir un peu des litiges familiaux, parce que soit les héritiers ne sont pas forcément d'accord sur la répartition du parc immobilier s'il y a plusieurs appartements, ou encore pire, s'il n'y a qu'un appartement, peut-être qu'un héritier va vouloir vendre le bien pour récupérer un peu d'argent, alors que l'autre va peut-être vouloir le conserver. Les SCPI sont beaucoup plus flexibles, puisqu'il suffit au moment de la souscription de s'arranger pour avoir une indivision équilibrée, c'est-à-dire que si on a 3 enfants, on va acheter un nombre de parts qui va être divisible par 3, et chaque héritier récupérera à ce moment-là ses parts, et chacun décidera de les conserver ou de les vendre en fonction de ses objectifs au moment de la succession. Et alors, quand on parle de démembrement de propriété, on parle également aussi de nue propriété ou d'usufruit, d'achat en nue propriété de SCPI ou d'usufruit. Là, c'est aussi pour des questions de transmission ou ça n'a rien à voir, c'est des stratégies totalement différentes? Alors, il y a le démembrement qui peut s'appliquer à la transmission, mais on peut également, effectivement, soit acheter de l'usufruit, uniquement de l'usufruit temporaire. Alors, c'est quand même un peu plus rare, mais ça concerne beaucoup d'institutionnels ou des personnes morales qui souhaitent placer de la trésorerie. D'accord, donc plus des entreprises pour le coup. Des entreprises, effectivement. Ça peut aussi concerner des particuliers sur l'utilisation de l'usufruit temporaire parce que ça va générer des compléments de revenus importants par rapport à la mise de départ. Et c'est souvent utilisé quand on a un déficit foncier, par exemple, qui est trop important et qu'on n'arrivera pas à utiliser dans le délai imparti. Donc on se génère des compléments de revenus qui vont éponger le déficit foncier. Autrement dit, on va avoir des revenus complémentaires qui ne seront pas fiscalisés. Et alors pourquoi j'irais acheter, si je suis une entreprise, une personne morale ou si je veux faire du déficit foncier, juste l'usufruit d'une SCPI alors? Justement pour avoir que la partie revenu. Que la partie revenu. Donc en fait, ça me coûte moins cher au départ, c'est ça? Ça coûte beaucoup moins cher. Parce que si on prend un exemple, sur 5 ans, l'usufruit va coûter 20%, la nue propriété 80%. D'accord. Donc pour investir, pour avoir 5 000 euros de revenus par exemple, par an, si on est sur un rendement de 5%, pour faire très simple, plutôt que d'investir 100 000 euros en pleine propriété, je vais investir que 20 000 euros en usufruit qui vont me permettre de toucher ces 5 000 euros chaque année pendant 5 ans. Donc je vais toucher 25 000 euros sur la période et j'aurai investi que 20 000. Et alors du coup, je vais voir mon intermédiaire financier et je dis, moi je ne veux investir qu'en usufruit par exemple? Alors oui, on peut le faire et c'est souvent d'ailleurs les conseillers qui préconisent ce type de solution à leurs clients. D'accord. Mais la manière la plus répandue d'investir en démembrement de propriété reste l'acquisition en nue propriété. D'accord, la nue propriété. Et donc là, c'est l'autre pendant effectivement de la propriété. Et là, ça fonctionne comment alors? Alors, on achète des parts de SCPI de manière très simple, uniquement en nue propriété, dans un objectif bien précis. Plusieurs cas, soit je n'ai pas besoin de complément de revenus aujourd'hui, j'ai une situation professionnelle confortable et ça me permet de ne pas alourdir ma fiscalité, parce que les revenus fonciers sont quand même fortement imposés. Donc je vais décider d'acheter que la nue propriété. D'accord. Ça me permet d'acheter avec une décote importante. Sur 5 ans, c'est 20% en moyenne. Sur 10 ans, c'est 30%. Et ça peut aller jusqu'à 47% sur 20 ans. D'accord. Donc, si j'ai un horizon très long, plus mon horizon de placement est long et plus ma décote va être importante. Donc, ça me permet aussi de protéger mon capital, puisque si j'achète avec 30% de décote, il faudrait que l'immobilier connaisse des baisses très importantes pour que je ne retrouve pas le capital initialement investi. Mais je n'ai pas l'intégralité du bien, je n'ai que la nue propriété. Je n'ai que la nue propriété, donc je me coupe de la partie la plus avantageuse, c'est-à-dire la perception des revenus. Bien sûr. D'accord. Ah, donc on ne perçoit pas de revenus. En fait, on possède les murs, mais on ne perçoit pas de revenus. Exactement. C'est tout l'intérêt du mécanisme. C'est on se coupe des revenus qui, eux, vont à l'usufruitier. D'accord. Alors, intérêt, il va falloir nous expliquer du coup quel est cet intérêt. Vous avez évoqué la fiscalité. C'est peut-être là où on va y trouver un intérêt. J'achète avec une décote importante. J'achète sur 5 ans à 80 un immeuble qui vaut
vaut 100, par exemple. Ouais. Ensuite, donc, ça me permet de protéger mon capital. Il y a un intérêt fiscal, puisque la nue propriété ne rentre pas dans le champ d'application de l'impôt sur la fortune immobilière. D'accord. Donc, c'est l'usufruitier qui va devoir s'assujettir de cet impôt. Donc, ça me permet de soit déduire ma base taxable à l'impôt sur la fortune immobilière, soit de la diminuer. Et donc, ça me permet un gain fiscal à ce moment-là. Je n'alourdis pas mon impôt sur le revenu puisque je n'ai pas de revenu. Et ça me permet de bénéficier d'autant plus de revenus complémentaires à la retraite, par exemple, puisque c'est souvent utilisé pour une préparation à la retraite. Je pars à la retraite dans 10 ans. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de complément de revenus. J'achète 70, un bien qui vaut 100, et donc ça me génère des compléments de revenus futurs. Donc les avantages sont quand même nombreux, même si on ne perçoit pas les revenus. Des compléments de revenus futurs, ça veut dire qu'on récupère à terme l'usufruit du bien dont on n'a que la nue propriété ? C'est ça. Mécaniquement, le nu propriétaire va récupérer la pleine propriété à l'échéance. Si on est sur du démembrement temporaire, on détermine la durée dès le départ. Et donc, si on est sur un mécanisme de 10 ans, mécaniquement, ma pleine propriété se reconstitue dans 10 ans. Il n'y a pas de frottement fiscal, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Je récupère simplement la pleine propriété, c'est-à-dire que je vais bénéficier à ce moment-là de la perception des loyers. Quand vous dites mécaniquement, c'est que ça se fait automatiquement ou il faut racheter du coup cet usufruit qu'on n'a pas ? Non, on ne rachète pas. On le récupère en fait chaque année, mécaniquement un petit peu, puisque l'usufruit, lui, s'éteint un petit peu chaque année. Et alors, du coup, pour bien comprendre, donc effectivement, la manière d'investir en démembrement de propriété, c'est plus régulièrement ou en nue propriété. L'usufruit, vous nous en avez parlé tout à l'heure, c'est plus utilisé par des personnes morales. Donc en fait, le mécanisme, c'est quoi ? C'est des épargnants achètent la nue propriété. L'usufruit sert à placer la trésorerie de l'entreprise, par exemple. C'est souvent exactement comme ça que ça fonctionne. Les particuliers achètent la nue propriété et en face, on a toujours un institutionnel ou une personne morale qui va se positionner pour avoir l'usufruit. Et alors, pourquoi ça plaît particulièrement aux personnes morales ? C'est parce que ça permet de... C'est quoi ? Ça reste l'immobilier, donc on se dit garantie en capital et en même temps un peu de rendement pour la trésorerie de l'entreprise ? Alors, c'est surtout le rendement, puisque la personne qui achète de l'usufruit temporaire n'a pas de capital. J'investis 20, mais à la fin, il ne me reste plus rien. J'ai juste les revenus que j'ai touchés pendant les 5 années. Donc ça permet aux entreprises qui subissent aujourd'hui pleinement les taux négatifs de placer leur trésorerie avec des rendements de 5, 6, 7%. Mais alors du coup, vu qu'ils ne revendent pas à la fin, ils récupèrent quand même ce qu'ils ont acheté au départ ? Non, ils ne récupèrent que les revenus qu'ils ont perçus chaque année. Et il y a quand même un intérêt 20 000 euros, j'ai 5 000 euros de revenus chaque année. Donc au global, j'aurais bien touché 25, donc plus que la somme initialement investie. Bien sûr. Mais je n'ai plus rien à la fin. Mais via un mécanisme différent. Effectivement, on récupère son argent via les rendements si jamais tout va bien. Effectivement, on rappelle que ça peut se passer dans les deux sens. D'accord, donc c'est plus clair. C'est connu du grand public ce type d'investissement. On vient vous voir aujourd'hui en vous disant j'ai envie de faire du démembrement de propriété associée à la SCPI ? Oui, de plus en plus de personnes viennent parce que justement, on l'a dit, les avantages sont nombreux, l'IFI notamment, la décote, etc. Et on a une plateforme de démembrement qui met justement en relation aujourd'hui des investisseurs particuliers et des personnes morales. Donc on arrive à faire matcher les deux contreparties. Et on a de plus en plus de demandes sur cette solution-là. Et aujourd'hui, il y a une 60aine de SCPI qui sont accessibles en démembrement de propriété. Donc c'est un mécanisme de plus en plus répandu. Et le démembrement de propriété, c'est une thématique d'investissement en soi ou derrière, on va pouvoir faire ça sur l'immobilier de commerce, sur l'immobilier de bureau, sur l'immobilier de logistique ou hôtellerie, comme pour reprendre les exemples dont vous parliez tout à l'heure. Le démembrement de propriété s'applique à tout type d'investissement, pas que de l'immobilier. D'ailleurs, on peut démembrer un contrat d'assurance vie. Sur de l'immobilier, on peut faire de l'immobilier en direct, physique. J'achète un appartement en démembrement de propriété, souvent sur une période de 15 à 20 ans, contrairement au SCPI où c'est plus court peut-être. On peut aller de 3 ans jusqu'à 20 ans, mais il y a des durées plus courtes. L'immobilier, c'est souvent à partir de 15 ans. Et sur les SCPI, il y a tout type de SCPI qui sont éligibles. Donc, on peut très bien faire du démembrement sur des SCPI de bureau, sur des SCPI de commerce, sur de l'hôtel, sur de la santé, etc. Donc, on peut diversifier son investissement. Si jamais... si on veut revendre en fait sa part de SCPI après avoir récupéré l'usufruit, il y a un cas particulier où là, on est simplement taxé sur la plus-value ? Alors, il y a un avantage à faire aussi ce système-là, c'est qu'on optimise quelque part l'impôt sur la plus-value future, puisque lorsque j'achète en démembrement de propriété, en nue propriété, la valeur qui sera prise en compte pour le calcul de l'impôt sur la plus-value, c'est la valeur de la pleine propriété au moment de l'achat. D'accord. Donc du prix de la nue propriété. C'est ça. Si je fais un exemple sur 10 ans, j'achète 70, quelque chose qui vaut 100, je le revends 110,
ma plus-value n'est que de 10, puisque ma valeur initiale en pleine propriété était de 100. D'accord, alors que je n'ai payé que 70, mais la valeur était de 100. D'accord. Exactement. Donc c'est important. Par contre, vous parlez de la revente, et ça c'est peut-être un inconvénient qu'il faut quand même souligner pour les épargnants, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité lorsqu'on achète en démembrement temporaire. D'accord. Je m'engage sur une période de 10 ans, ça peut paraître un peu compliqué de revendre à 3 ans ou à 4 ans ou à 5 ans, parce qu'il va falloir retrouver une personne en face qui va racheter finalement la durée restante. Propriété. Merci beaucoup de nous avoir alertés sur ce point et de nous avoir détaillé le démembrement de propriété associé à l'investissement en SCPI. Jérémy Chor, vous nous avez fait même un petit teasing pour peut-être un prochain sujet dans Smart Patrimoine, le démembrement de propriété associé à l'assurance vie. On verra. Il faudra peut-être le creuser un peu plus ensemble. Merci beaucoup en tout cas Jérémy Chor, directeur commercial de bienprévoir.fr et de Prime Alliance. Quant à vous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Chaque jour durant cette deuxième demi-heure, nous donnons la parole aux experts de la gestion patrimoniale. On revient avec eux sur les tendances mais aussi sur les enjeux du secteur. Une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine et nous avons d'ailleurs été rejoints pour cela par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et aujourd'hui au sommaire, le Club Macro ESG. Où en sont les entreprises ? Nous en parlerons dans un instant avec Capucine Bellet, responsable de la recherche extra-financière chez Trust Team Finance. Et ensuite, dans le Club Action, on se demandera si la Covid-19 va continuer d'animer les marchés. Constitue-t-elle encore à proprement parler un risque ? C'est une question que l'on va se poser avec Alexandre Aizé, CIO chez Richelieu Gestion. Et dans le Club Expert, tout à l'heure, nous parlerons des mots qui fâchent sur les marchés avec Christian Biteau, professeur de finance à l'ESSEC Business School. On se retrouve tout de suite donc dans le Club Action. Et merci de regarder le Club Macro, c'est le dernier de la semaine et aujourd'hui notre invitée est Capucine Bellet qui est responsable de la recherche extra-financière chez Trust Team Finance. Bonjour Capucine. Bonjour Laura, bonjour bienvenue. Alors vous avez réalisé avec l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation, un baromètre, donc Trust Team Finance et l'Obsoco, pour justement savoir ce que pensent les clients de ce que font les entreprises. Est-ce qu'elles en font assez en matière d'environnement, en matière d'ESG ou pas ? Quels sont les résultats de ce baromètre? Exactement. Alors, comme vous le savez, chez Trust Team, nous, notre premier critère d'investissement, c'est le client. Pour nous, le client est vraiment l'actif le plus important de l'entreprise. C'est la satisfaction. Exactement. Et du coup, on s'est demandé ce que pensait le client aujourd'hui des actions ESG et RSE des entreprises. Et en fait, le constat est sans appel. Vraiment, les entreprises aujourd'hui ne répondent pas aux attentes environnementales et sociales de leurs clients, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, du coup? Qu'est-ce qu'elles attendent? Eh bien, finalement, on voit que les Français sont plutôt très sensibles aux enjeux environnementaux et sociétaux, puisqu'ils sont 78% à dire que ce sont des problématiques qui les intéressent et qui les travaillent. On aurait pu imaginer même qu'il y en ait plus, puisque si c'est un sondage. Tout à fait. Mais on voit que finalement, on a vraiment une grosse dichotomie entre le consommateur d'une part et le client d'autre part. Donc, on a interrogé des citoyens, ou plutôt le consommateur et le citoyen. Finalement, le consommateur dit qu'il est intéressé par ces sujets environnementaux et sociétaux, mais il n'est pas prêt à payer plus cher. Quand on lui demande, il y a à peine 20% des répondants qui disent qu'ils vont être prêts à payer 5% de plus. Alors que quand on demande au côté citoyen de répondre, eh bien, il dit qu'il est vraiment très sensible à ces enjeux-là. Et finalement, c'est vraiment une lutte permanente entre le citoyen d'un côté et le consommateur de l'autre. Qui est la même personne, du coup. Exactement. Et qui voudrait que les entreprises fassent plus, mais qui n'est pas prêt à payer un peu plus cher. Tout à fait, c'est ça. C'est un petit peu ce qu'on a vu en sortie de crise, quand on a vu, par exemple, des clients se précipiter dans les boutiques de fast fashion. Exactement. Mais je pense que finalement, ce que nous montre cette étude, c'est que pour que le client vraiment aille vers des produits qui aient des bénéfices environnementaux et sociétaux, il faut d'abord que ces produits répondent à leurs attentes. On a vu, si je vous donne un exemple très concret, on a vu Danone, par exemple. Danone, labellisé B Corp, vraiment entreprise à mission, avec un investissement très fort sur les sujets environnementaux et sociaux. Et finalement, ils n'ont pas écouté leurs clients. Donc, les clients n'ont pas forcément été vers leurs produits. Ouais. On a vu qu'il y avait eu, du coup, une baisse de chiffre d'affaires, vraiment de gros soucis au niveau de chez Danone. Et on a vu les conséquences qu'il y a pu avoir au niveau de la gouvernance et la débâcle qu'il y a pu avoir. Le nouveau patron qui est arrivé le 15 septembre. Exactement. Donc finalement, on voit que si jamais les entreprises n'écoutent pas les attentes de leurs clients, elles auront beau proposer des produits avec des bénéfices environnementaux et sociétaux, les clients n'iront pas voir ces produits-là.
Donc c'est vraiment un gros enjeu pour les entreprises aujourd'hui. Et vous, chez Trust Team Finance, qu'est-ce que vous faites? Vous mesurez justement l'impact des sociétés qui ont dans vos portefeuilles? Alors exactement. Ce qu'on fait, c'est que tout d'abord, on va s'engager. Pour nous, c'est vraiment un rôle vraiment primordial en tant qu'investisseur actif. Notre rôle, c'est de s'engager avec les entreprises et c'est à nous de les pousser pour vraiment qu'elles évoluent et qu'elles aillent dans cette voie-là. Donc, ça va être à nous d'aller les voir et de leur expliquer que ce sont des problématiques importantes, de les encourager à s'engager pour le net zéro 2050, qui est vraiment primordial pour modérer et pour réussir à contrer un peu le réchauffement climatique. On a vu ça avec la publication du dernier rapport du GIEC, essentiellement cet été. Donc c'est vraiment des problématiques importantes et c'est à nous, en tant qu'investisseurs, d'aller vraiment les chercher pour les entraîner dans cette voie. Moi, je rebondis sur ce que vous avez dit au tout début sur justement le constat est sans appel du baromètre. Les entreprises ne sont pas au niveau des attentes des consommateurs parce qu'effectivement, Trust Team regarde la satisfaction client et donc vous avez pris ce prisme des clients pour regarder où en sont les entreprises en matière d'ESG. Ça va à l'encontre totalement de ce que nous, on entend régulièrement quand on discute avec les fonds ou les entreprises où on a l'impression qu'il n'y a plus une seule entreprise qui ne fait pas d'ESG aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui n'a pas d'impact et il n'y a plus un seul fonds qui ne se pose pas ces questions-là. Et du coup, quand on regarde du côté de la satisfaction client, eux, ils disent mais en fait, il n'y a aucune entreprise qui en fait suffisamment à mon goût. Tout à fait. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le conseil est sans appel au niveau des clients. Quand on regarde les reportings et vraiment les publications des entreprises, oui, il y a des choses qui sont faites. Et ça, c'est un conseil qui est quand même assez positif. Et on ne va pas le nier, loin de là. C'est bien et il faut que ça continue. Et c'est vraiment favorisé par les réglementations qui font qu'aujourd'hui, aussi bien en tant que fonds qu'en tant qu'entreprise, eh bien, on est encouragé à aller sur cette voie-là. Mais finalement, sur toutes les publications et les reportings sur les données extra-financières, on est sur des données d'effort. On n'est pas sur des preuves, on n'est pas sur des données d'impact. Et le client est plus exigeant finalement. C'est ça, exactement. Et comment est-ce qu'on peut mesurer? Par exemple, chez vous, comment vous allez mesurer les efforts que font les entreprises? Et comment est-ce qu'on peut savoir qu'elles font réellement ce qu'elles disent faire? Alors nous, c'est dans notre process d'investissement ROC pour Return on Customer, on va aller tout d'abord voir cette première donnée d'impact qui est la satisfaction client. Et ça, on travaille avec une quarantaine de fournisseurs de données aujourd'hui pour aller voir ce qu'elles font et quelles sont les entreprises qui sont les plus plébiscitées par leurs clients. Et ensuite, on a une deuxième partie où on va les rencontrer. On a des noms d'entreprises un peu... On peut nommer, par exemple, pour changer un peu des sociétés qu'on peut entendre assez souvent, on peut nommer Etsy. Etsy qui est une place de marché américaine qui est développée aujourd'hui partout dans le monde et qui a une mission qui est labellisée B Corp, qui a été labellisée B Corp avant même d'entrer en bourse. Et le CEO, le jour de son introduction en bourse, a dit finalement le bien commun, la société de l'environnement et le profit, ce ne sont pas du tout deux notions contradictoires et nous, on va tout faire pour allier les deux. Et aujourd'hui, Etsy, c'est une société qui fonctionne très bien, qui a un parcours boursier extraordinaire, qui voit une croissance de ses ventes vraiment de plus de 110%, il me semble, l'année dernière, donc vraiment très importante. Et par ailleurs, qui arrive à compenser ses émissions carbone liées, par exemple, à la livraison et au packaging de ses produits à 100%. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites et on voit que finalement, Etsy est récompensé de ses efforts puisque les clients sont satisfaits et la performance financière suit. Ça fait plusieurs fois que vous citez le label B Corp. Les labels, du coup, c'est quelque chose que regardent les consommateurs aujourd'hui quand ils doivent donner un sentiment ou un jugement sur une entreprise? Alors, c'est une question qu'on a posée justement dans notre baromètre réalisé avec l'Obsoco. Et on voit que les consommateurs sont encore très peu éduqués sur le sujet. Que ce soit le label B Corp ou même le label ISR, qui chez nous est quand même très développé et dont on entend très souvent parler. Tout comme la notion d'entreprise à mission, la raison d'être. Ce sont des notions que très peu de consommateurs connaissent. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on leur explique à quoi correspondent ces notions, eh bien, ils sont quand même très nombreux, plus de la moitié, à dire que ça aurait un impact positif sur leurs achats si jamais des entreprises mettaient ça en place. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire comprendre aux consommateurs quels sont les enjeux de ces différents labels, mais par contre, on voit que ça aurait un impact très positif. D'accord. Donc du coup, je vais revenir sur la façon dont on mesure. Comment, vous mesurez? Est-ce que c'est à base de questionnaires? Est-ce que vous allez vous déplacer justement dans les entreprises? Qu'est-ce que vous Alors faites? nous, on rencontre le management des entreprises. On les questionne. Voilà, on les questionne sur les différents sujets de satisfaction client et tous les sujets E et G qui gravitent autour de ce sujet de satisfaction client, puisque ça reste pour nous notre critère principal. Et ensuite, on va s'engager avec elles et on va les encourager à aller vers du net zéro, par exemple. Et ça, c'est vraiment un engagement qu'on a pris chez Trust Team d'ici la fin de l'année, d'aller voir toutes les entreprises qu'on a en portefeuille et de leur demander de s'engager pour le net zéro. Et l'objectif étant que fin 2022, on puisse avoir 90% de nos actifs ISR qui soient des entreprises qui ont pris un engagement pour le net zéro en 2050. Donc c'est vraiment un engagement très fort. D'accord. Donc sans rentrer réellement dans les performances de vos fonds, qu'est-ce que vous pouvez constater? Est-ce que vraiment il y a un constat que ça joue sur ces performances?
Ce qu'on voit, c'est que oui, beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui satisfont leurs clients et qui mettent en place ces actions-là, on voit des performances vraiment très robustes. Et c'est pour ça qu'on va sur ce critère de satisfaction client et que pour nous, on regarde aujourd'hui l'impact de nos fonds et non plus juste l'ESG et l'ISR. Et on va un peu plus loin pour les clients. Donc les entreprises qui mettent en place ces stratégies-là performent bien, mais les clients, du coup, sont pas prêts à payer plus, mais ils payent quand même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi? C'est les entreprises qui vont déjà très bien, qui font le plus d'efforts aujourd'hui et qui, du coup, arrivent à allier performance et stratégie ESG, ISR? Alors, ce qu'on voit, c'est ce que je vous le disais à l'instant, qu'en effet, très peu de clients sont prêts à payer plus cher. Mais finalement, quand on regarde les chiffres des émissions globales de CO2, les émissions des ménages français aujourd'hui représentent 2% des émissions totales. D'accord. 80% des émissions, ce sont 150 sociétés dans le monde. Donc finalement, l'effort, certes, c'est bien de moins prendre l'avion, c'est bien d'être vegan, c'est bien de faire attention dans les petits gestes du quotidien. Mais ce qui va faire la différence, ça va être au niveau des entreprises. Ça ne va pas être tant que ça au niveau du consommateur. C'est vraiment d'elle, finalement, dont on attend un effort. Et c'est pour ça que c'est important que nous, en tant qu'investisseurs, on puisse aller vers ces entreprises-là. Et certaines études ont montré que les fonds responsables ont un impact entre 20 et 25 fois supérieur en termes d'impact sur l'environnement que être vegan ou moins prendre l'avion, par exemple. D'accord. Vous avez un fonds dans les tuyaux, un nouveau fonds, un futur lancement ou pas? Oui, on a un fonds qui s'appelle le fonds Selective Recovery, donc on aura l'occasion de vous parler un peu plus en détail. D'accord, donc ça c'est pour bientôt. Oui, c'est ça. Une différence avec les précédents? Vous pouvez nous dire quelque chose ou rien? Pas grand-chose pour l'instant, exactement. Et une dernière question, j'ai vu que vous faisiez pas mal de fonds ISR et je reviens toujours sur cette idée de les clients ne sont pas prêts à payer plus. Est-ce que les épargnants sont prêts à accepter que la performance soit un peu moins bonne si jamais on fait de l'ISR ou là aussi, pareil, ça reste le premier critère? Je dirais que ça dépend des clients. Ce qu'on voit, c'est que finalement, les clients qui vont chercher de l'ISR vont aussi chercher de la performance. L'un ne doit pas forcément effacer l'autre, pas du tout. Nous, on est vraiment dans une logique que les deux doivent être alignés et c'est ça qui est important pour nos clients. Donc, c'est très différent de se dire on va aller vers un fonds qui fait de la performance extra-financière et un peu moins de performance financière. Ce n'est pas du tout notre objectif aujourd'hui. Merci beaucoup Capucine Bellet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable de la recherche extra-financière chez Trust Team Finance. Merci On se retrouve beaucoup. tout de suite pour le Club Action. La Covid a-t-elle fini d'animer les marchés ou constitue-t-elle toujours un risque actuellement? On parle d'ailleurs de Covid-19 et non pas de Covid tout court. Nous en parlons avec Alexandre Aizé, le CIO de Richelieu Gestion. Bonjour Alexandre Aizé. Bonjour. Bon alors un thème très vaste, puisque du coup ça fait 1 an et demi que les marchés vivent au rythme de cette pandémie. On a quand même l'impression, si on regarde d'un œil très européen ou très occidental aujourd'hui, que c'est plus la principale crainte sur les marchés, qu'on est passé sur, des craintes qui étaient déjà présentes, mais de soutien de banque centrale, de reprise économique ou autre, alors qu'il n'y a pas si longtemps, tous les jours dans les points bourse, on parlait du nombre de contaminations, de est-ce qu'on va avoir un vaccin ou non. Est-ce qu'aujourd'hui, le sujet pandémie, même s'il est toujours d'actualité de manière générale et notamment au niveau sanitaire, sur les marchés, il a été relégué au second plan? Et disons que cette pandémie n'est plus vraiment un effet de surprise. En fait, ce qui impacte véritablement les marchés, c'est l'effet de surprise. D'une certaine manière, pour être un peu réfléchir de manière un peu prospective, on était plus en risque en janvier 2020 sur le Covid que l'on ne connaissait pas. Donc c'est un effet de surprise. Et alors que maintenant, finalement, on peut avoir des vagues successives, mais en fait, on sent que à la fois le marché est intégré, les effets de santé sont quand même beaucoup plus importants, et donc on n'est plus véritablement dans un effet de surprise. Donc il y a des marchés qui sont un peu plus résilients. En fait, un événement n'a pas forcément la même répercussion sur les marchés. Et là, on voit bien que le Covid maintenant, on a vu avec le variant Delta, a quand même eu un impact. Alors c'est vrai que vous avez raison. Le variant Delta, effectivement, a dû commencer à recréer quelques secousses sur différents indices quand même. Alors pas forcément en Europe, mais sur d'autres indices. En fait, en lien avec les économies qui avaient le plus de mal à se défaire de cette pandémie. Et il faut bien voir, effectivement, le Covid n'est pas terminé, puisqu'on parle encore de 3e, 4e dose. Donc en fait, ça va suivre encore des mois, voire des années. Mais d'une certaine manière, on va voir, il faut vraiment analyser l'impact Covid sur les économies et l'impact Covid sur les marchés financiers. C'est deux choses différentes? C'est deux choses différentes. Prenons un exemple, pour être un peu provocateur. Si demain, on arrêtait complètement... le Covid, c'était fini sur la planète entière. Toutes les économies repartiraient de manière stratosphérique, c'est-à-dire quelles que soient les zones géographiques.
Et là, vous auriez effectivement des inflations, on parle d'inflation maintenant, mais on aurait des inflations sans commune mesure, avec des goulots d'étranglement et des chaînes logistiques complètement stoppées. Et là, d'une certaine manière, on pourrait partir dans une situation de crise financière parce que tout serait stoppé. Donc il faut vraiment lisser le retour. Et d'une certaine manière, le Covid n'est plus véritablement un risque, mais financier, mais par contre, c'est une excuse, en tout cas un catalyseur pour des plans de relance, pour des banques centrales plus accommodantes, en tout cas plus accommodantes que ce qu'elles ne devraient être. Donc c'est ce qui va accompagner le marché, parce que finalement, c'est cet impact du Covid sur l'inflation, par exemple, qui va être scruté. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que vous scrutez, vous, si effectivement il y a plus cette surprise Covid? Qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez ce qui se passe du côté des banques centrales, vous regardez ce qui se passe du côté de l'inflation. C'est ça aujourd'hui les risques, entre guillemets, sur les marchés? C'est un peu moins de soutien? Alors le risque, effectivement, c'est un peu moins de soutien. La liquidité, c'est extrêmement important. Ce que l'on peut dire quand même, c'est qu'on va être dans une situation, alors c'est toujours facile de le dire, mais un peu plus volatile pour une seule raison, parce que effectivement, on était dans une situation où on avait un amas de liquidité constant. Et évidemment, quand le retrait se fait, il y a un peu plus de volatilité. En tout cas, il y a des secteurs, des supports d'investissement qui vont un peu plus souffrir, ceux d'une certaine manière qui avaient vraiment participé à la. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle qu'il y ait un peu plus de volatilité? Alors, c'est une bonne nouvelle, et je pense c'est voulu. Et je pense que pour les marchés financiers, ça va recréer des primes de risque. Parce qu'il y a différentes manières de recréer des primes de risque. C'est monter les taux d'intérêt, donc là, ou créer plus de volatilité, donc augmenter la prime de risque. Et d'une certaine manière, même les banques centrales seront amenées, à mon sens, à donner effectivement des indications pour augmenter la volatilité et éviter, parce que je pense que c'est un vrai sujet pour 2022 ou même pour 2023, de crise financière, c'est éviter des bulles d'actifs. Quand vous avez des taux d'inflation qui vont rester élevés encore un an et des taux d'intérêt extrêmement bas avec une croissance économique qui va être quand même importante, puisqu'on est sur un effet d'accélération, en fait, le risque, c'est les bulles. Et on voit ce qui se passe en Chine. La bulle immobilière qui s'est mise en place quasiment depuis 2010-2011, quand il y a eu la crise, et d'une certaine manière, ils n'ont pas géré l'immobilier, et maintenant, ils sont obligés vraiment de ralentir l'économie, quitte à mettre le pays dans une situation. Ça, c'est pas forcément en lien avec la pandémie, peut-être avec une reprise rapide post-pandémie, mais en fait, finalement, la crise aurait été un accélérateur là aussi, comme elle l'a été sur plein d'autres sujets. Alors, c'est un sujet sur lequel on travaille, nous, c'est est-ce que cette crise pandémique a été un accélérateur, ou est-ce que ça a été un déclencheur où vraiment on a changé certains paradigmes. Et effectivement, quand on regarde, on a fait des études et on a écrit pas mal de choses là-dessus, c'est par rapport aux agents économiques et à leur comportement, il y a des choses, effectivement, des accélérations. La transition énergétique, c'est clairement une accélération. Alors, pourquoi c'est lié? C'est lié au fait qu'on doit trouver d'autres sources de croissance et un projet commun. Et finalement, ça a été l'excuse. Et on voit bien que la transition énergétique, on parlait des banques centrales, en fait, les banques centrales deviennent des acteurs pour la transition énergétique, ce qu'elles n'étaient pas avant. En tout cas, ce n'était pas leur boulot. Maintenant, ça devient leur boulot. Quand on voit sur les réseaux sociaux, Christine Lagarde, même la banque chinoise, parlent tous de transition énergétique parce que ça va être un acteur. Donc on sait que les banques centrales, maintenant, vont être des acteurs omniprésents dans l'économie et sur les marchés financiers, ce qui n'était pas véritablement le cas avant. Après, vous avez, sur la digitalisation, etc., là, ça a été des accélérateurs, des entreprises qui, finalement, avaient réussi à prendre le pari, en tout cas, l'investissement sur la digitalisation, effectivement, sont les grands gagnants, celles qui se sont pas mis voire même les seuls, alors je ne sais pas, mais en tout cas, les très, très grands gagnants, effectivement, si on regarde sur les marchés américains. Globalement, les grandes entreprises ont été les grandes gagnantes de cette crise du Covid. Les résultats étaient très bons. Les résultats étaient très bons, les marges historiques, les marges sont à des niveaux historiques. Elles ont appris depuis 2008 à serrer les coûts, à transformer les coûts fixes en coûts variables. Et effectivement, on voit des impacts d'inflation qui arrivent en plus à être répercutés. On verra en 2022 comment ça se passe. Mais en fait, les entreprises ont été quand même exceptionnellement bien lotis dans cette crise. Et si on pense aux entreprises zombies, du coup, une fois les aides retirées, ça va secouer quand même un peu? Ça peut secouer. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas rentables. Mais alors, on a découvert une espèce de formule magique, c'est pour qu'il n'y ait pas de crise, il ne faut pas qu'il y ait de défaut. Oui. Donc, alors, le problème, c'est que quand il y en a un petit, ça va. Bon, ce qui se passe en Chine, quand il y en a beaucoup. En Chine, ça va être peut-être compliqué, ça va secouer. Mais finalement, quand il n'y a pas de défaut, vous pouvez vous permettre d'avoir des taux d'intérêt et même des primes de risque très faibles, et puis engager du levier un peu plus important. Alors, c'est une formule un peu magique qu'on a
finalement on a mis en place. Encore une fois, c'est tous des outils qu'on a créés après la grande crise financière de 2007-2008. Qu'on a utilisé encore plus rapidement. Et qui marche en fait, grosso modo, ce qu'on a dit, c'est que quand il y a une crise, il faut recréer de la richesse et puis ça doit repartir. Bien sûr. Alors à chaque fois, on recrée de la richesse et puis par contre, les États se mettent en face. On voit que les dettes d'État sont de plus en plus importantes parce que finalement, c'est l'État qui amène, les banques centrales aussi, mais les États. Et je pense que le risque important par rapport à cette Covid-19, c'est en 2022, c'est justement, ça peut venir des États. Autant les banques centrales sont bien au courant qu'il faut lisser, il faut garder quand même de la liquidité, des niveaux de financement et de crédit. Mais ça veut dire quoi? Pour éviter les entreprises, éviter des défauts d'entreprises zombies. Mais un défaut d'État, du coup? Non, c'est pas un défaut d'État. Là, ça n'existe plus. Bah oui, justement, un des grands changements, c'est les États, pas de crise souveraine. La Grèce, l'Italie, alors que c'est dans une situation. Les spreads, on n'est pas comme en 2008 ou comme en 2011. Donc il y a une solidarité qui s'est créée. Donc ça c'est quand même très très important. Et puis au niveau des États, le risque c'est des changements fiscaux. C'est-à-dire qu'à un moment, et là on n'est pas. Il va falloir faire rentrer de l'argent. Bah oui, et on n'est pas dans une banque centrale qui voit à long terme et qui gère. Parfois il y a des enjeux politiques qui font que pour plaire à la population, etc., il va falloir d'une certaine manière peut-être taper sur les grands gagnants. Alors, les entreprises, les ménages les plus riches. Et ça va être un doute. En France, effectivement, alors c'est pas le monde, la France, mais il y a les élections présidentielles. On va se poser la question. Donc les changements de régime ou les changements de régime. Quand on voit effectivement les niveaux boursiers, on va dire finalement les patrimoines ont gagné beaucoup d'argent. Vous regardez aux États-Unis, le Parti démocrate est quand même assez éclaté, avec des gens qui sont quand même plutôt à gauche. Dans les discussions qu'on va avoir sur les plans de relance, ce fameux plan de relance, on va avoir une velléité de financer par, effectivement, on parle du prix des médicaments, on parle des impôts sur les plus-values, etc. Donc c'est quelque chose, et ça, autant vous avez des acteurs comme les banques centrales qui sont bien au fait et qui ne veulent pas créer de crise, autant quand vous êtes politique, d'une certaine manière, les marchés financiers... Oui, les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, on peut avoir en plus cette volatilité et avec toujours sous-jacent cette Covid-19 où on aura toujours un risque dont on dira toujours, il faut un peu dépenser, mais on a toujours ce risque que ça revienne. Merci beaucoup Alexandre Aizé de nous avoir détaillé tous ces risques ou tous ces enjeux dans une dizaine de minutes. Je rappelle que vous êtes CIO chez Richelieu Gestion et on se retrouve, nous, tout de suite dans le Club Expert. Vous regardez le Club Expert. Notre invité aujourd'hui est Christian Biteau, professeur de finance à l'ESSEC Business School. Bonjour Christian. Bonjour. Bienvenue. On va parler avec vous des mots qui fâchent. Alors, Christian, la semaine dernière, Christine Lagarde a prononcé un discours très attendu après la réunion de la BCE. Il a été bien perçu par les marchés, puisque durant son intervention, les taux sont repassés en négatif. Ils sont très légèrement positifs aujourd'hui, 0,03. C'est très, très léger. Est-ce qu'elle a su trouver les bons mots ? Oui, et c'était vraiment crucial. Tout le monde l'attendait. C'était presque comme un jeu télévisé. Tous les journalistes essayaient pendant sa conférence de presse de lui faire dire le mot tapering, et elle a réussi à éviter ça. Elle disait recalibrage et non pas tapering. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tapering? On parle des mots qui fâchent sur les marchés, Christian Biteau. Alors effectivement, ça serait le mot qui fâche. Pour bien comprendre le tapering, si on peut consacrer une minute, soyons précis. Il faut d'abord dire ce qui se passe avant le tapering, ce qui précède le tapering pour comprendre le tapering. Ce qui précède le tapering, qui était l'actualité jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing, le célèbre QE. Le QE, c'est la possibilité, la facilité pour une banque centrale d'utiliser son bilan pour acheter des titres sur les marchés financiers, principalement de la dette. Ça a été créé la première fois en 2008 pour faire face à la crise de Lehman Brothers par la Fed, c'était M. Bernanke à l'époque, et ça a été utilisé massivement. Ça a été réutilisé en 2012 pour faire face par la BCE à la crise de la dette grecque. Et aujourd'hui, pour la BCE, ça s'appelle le PEP. Alors encore un mot, celui-ci ne fâche pas, il est assez agréable. C'est le Pandemic Emergency Purchasing Program. Vous voyez, je ne me suis pas trompé, c'est le plan d'achat d'urgence d'obligations. C'était tout de même une enveloppe de 1850 milliards d'euros. Et alors, vous l'avez dit, c'est une possibilité. Ça ne veut pas dire que c'est dépensé, mais on peut aller jusque-là. Exactement, on peut aller jusque-là. On sait aujourd'hui, la BCE le dit très clairement et ouvertement, ont déjà été dépensés plus de 1350 milliards d'euros. Il reste même encore 500 milliards d'euros à dépenser sur la date officielle de la fin de ce plan d'urgence, en fait, pandémique, qui est prévu pour mars 2022.
Mais ça, il faudra bien que ça s'arrête à un moment donné. Mais oui, il faudra que ça s'arrête. C'est très bien pour les États parce que ça a permis de financer leur déficit. En plus, avec une dette à très peu cher, voire en taux négatif, on vient de le dire, mais il faudra que ça s'arrête. Et s'arrêter, c'est ce qu'on appelle le tapering. C'est-à-dire la façon dont une banque centrale va diminuer ses achats, et on l'espère le plus progressivement possible. Il ne faut pas que ce soit brutal. Il ne faut pas que ça soit brutal. C'est comme un malade, on lui enlève son masque à oxygène, mais il va s'étouffer. Il faut le faire assez progressivement. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit à la place, du coup, Madame Lagarde, si elle a réussi à ne pas parler de tapering? Ça, c'est assez amusant de voir le vocable et toutes les moultes précautions oratoires prises par les banquiers centraux en ce moment. Un jeu, d'ailleurs, quand on écoute, elle a emprunté, peut-être entre eux, c'est peut-être un petit jeu, elle a emprunté un terme d'armurerie, tel que la BCE l'avait fait avec monsieur Mario Draghi. Mario Draghi, en 2015, rappelez-vous, lui, c'était pour son quantitative easing. C'est quand il voulait apporter des liquidités au marché. Il avait utilisé le terme de bazooka. Bon. Alors, Christine Lagarde n'a pas sorti le gros calibre. On a eu peur. Le gros calibre, ça aurait été le tapering. Ça aurait fait peur. Elle a sorti un tout petit calibre, puisqu'effectivement, elle a utilisé le terme tout à fait nouveau dans ce domaine de recalibrage. C'est beaucoup plus doux, hein? C'est beaucoup plus doux. C'est le petit calibre. Ça veut dire que par rapport à des achats hebdomadaires de soutien de marché, l'ordre de grandeur, soyons profitons-en. On sait que le marché des obligations en zone euro, c'est un volume de transactions d'à peu près 450 milliards d'euros par mois. Sur ces 450 milliards d'euros d'achats et de ventes, la BCE, jusqu'à aujourd'hui, est présente à hauteur de quasiment entre 80 et 100 milliards d'euros. Elle fait un quart du marché des achats. C'est pour ça que les taux sont aussi bas, c'est pour ça que tout se passe aussi bien. C'est énorme, c'est colossal. Le bilan de la BCE a plus que doublé depuis le début de la crise pandémique. Et ceci, elle va le réduire. Le recalibrage, ça veut dire qu'on imagine, et on va le voir dans les chiffres, ça devra passer vers à peu près 70 à 80 milliards d'euros d'achats par mois. Et on a entendu parler d'un autre mot, donc le tapering. Tantrum. Attention, tantrum. Non, il vaut mieux ne le prononcez pas. Ça serait ne le prononcez super. Les marchés viennent de dévisser. Le tapering tantrum, ça serait si justement ça se passait mal à la fois dans le vocabulaire ou aussi dans les actes. Le dernier tapering tantrum, ça veut dire en fait énervé. Ça agacerait les investisseurs et ça produit immédiatement un crack. C'est une grosse colère. Voilà, le tantrum, ça veut dire grosse colère. Ça s'est passé récemment, c'est passé en 2015, mais le plus récent, c'était tout de même 2018. À l'époque, c'était monsieur Jérôme Powell, qui était déjà à la tête de la Fed, il avait entamé justement la réduction des facilités accordées par la Fed, parce qu'il faut que ça finisse par cesser, c'est de la planche à billets. Lorsqu'une banque centrale achète une obligation, elle crée une écriture informatique en face pour rémunérer l'institution qui lui a vendu les obligations. C'est la version moderne de la planche à billets. Il fallait que ça cesse. En 2018, il a retiré des liquidités, baissé le bilan de la banque et en même temps, aussi, il doublait ça avec une hausse de ses taux directeurs. Résultat, décembre 2018, grosse colère sur les marchés. Les bourses ont dévissé de 25% en l'espace de 15 jours. À un tel point qu'il a été obligé, dès le 19 janvier 2019, de faire marche arrière, très rapidement. Donc le tantrum, il faut à tout prix l'éviter. Alors ça tombe bien, ça va être l'actualité, puisque la semaine prochaine, c'est à la Fed de parler. Bien sûr. C'est le même monsieur J. Powell qui va s'exprimer. À mon avis, il va se rappeler ça va être un exercice délicat pour lui, puisqu'il a encore une inflation qui vient de sortir, d'être publiée à plus 5,3 sur le marché américain. Ça faisait déjà 2 mois qu'on avait 5,4% d'inflation. Ça ralentit, mais donc, ça exercice baisse pas, difficile. Alors, je vous propose un petit mot, si on était en vocable français, après tout, pour J. Powell, on pourra emprunter quelque chose des bandes dessinées, on pourrait lui dire du calme Joe, c'est ce qu'on attend sur les marchés. Du calme Joe, voilà. Donc merci Christian Bito de nous avoir détaillé du coup ces mots qui fâchent sur les marchés financiers, tapering tantrum, et puis quelques mots empruntés également au champ lexical de l'armurerie. Christian Bito, je rappelle que vous êtes professeur de finance à l'ESSEC Business School. Merci Laura également, un plaisir d'animer Smart Patrimoine toute cette semaine avec vous. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous lundi prochain à partir de 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Bon week-end.